Merci Elisabeth, merci à vous tous d'être venus ce soir, malgré ce temps sublime et cette veille de 1er mai. Merci à mes collègues Françoise et Véronique d'être présentes, témoins également de cette grande entreprise que nous avons pendant 30 ans vécue ensemble. Et donc effectivement, en ce moment, c'est un peu un temps des bilans. Au mois de novembre dernier, à Genève, se tenait un colloque, 30 ans de recherche sur le vitrail en France. C'est un peu à cette occasion-là que j'ai repris effectivement cette question du recensement pour essayer de creuser, de voir un peu les objectifs, les bilans, si tout cela avait été tenu, et puis de partager avec le public nos méthodes, nos découvertes, notre connaissance, montrer un peu la façon dont tout cela a été construit. Et puis, les bilans continuent puisque le comité polonais du Corpus Vitrearum, qui organise le colloque de 2026, nous sollicite en ce moment même pour proposer des communications relatives à des bilans concernant l'histoire du Corpus Vitrearum ou les personnalités qui ont marqué cette histoire. Je ne sais pas encore ce que nous allons répondre, en tout cas pour le recensement. Ce soir, je tente un nouveau bilan. Oui, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, les bilans ont déjà été tentés avec Françoise Véronique. Nous avions fait un article des vitraux par milliers. C'était un article qui était au départ destiné à la Revue de l'Art, le numéro des 40 ans de la Revue de l'Art, qui est consacré aux travaux de l'inventaire. 40 ans, par exemple, 40 ans d'inventaire qui n'a jamais été publié, en réalité, dans ce cadre-là. L'article de Françoise Gatouillat dans l'ouvrage consacré à Louis Grodécky, le vitrail, recensé les vitraux anciens de la France, le plan idéal. Les textes que j'avais pu écrire dans la Revue de l'Art, le numéro spécial de 2021. Et puis aussi quand même, grâce aux archives que nous conservons du Corpus Vitrearum, quelques documents originaux qui éclairent certains points importants d'un jour nouveau pour les périodes, en particulier de mon côté, je n'ai pas connu. Bien sûr, il faudrait encore creuser, en particulier voir les archives publiques, les archives de l'inventaire, pour prendre en compte le contexte politique qui souvent a présidé à la création, puis aux mutations principales de notre recensement. Alors, bien sûr, je vais d'abord... je vais essayer de traverser toutes les questions en réalité ce soir. Ce sera un petit peu dense, mais d'une façon, je l'espère, assez claire et thématique, comme un rappel pour nous et comme de l'information pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise de l'intérieur. Mais c'est vraiment une vision de l'intérieur. Alors, je commencerai évidemment par vous présenter les portraits des fondateurs du recensement. Jean Tarallon, inspecteur général des monuments historiques, co-directeur du Corpus Vitrearum avec Louis Grodécky, co-directeur du Corpus Vitrearum à partir de 1963, à partir donc du décès de Jean Verrier et de Marcel Aubert. Et donc cette date 63 est importante, nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis, ça a déjà été souvent évoqué, mais je dois aussi en parler rapidement, même très brièvement aujourd'hui, c'est le pourquoi de ce recensement, le pourquoi d'une naissance tardive que nous verrons dans les années 70 seulement. Ce besoin de connaissance du patrimoine français, il se fait effectivement tarder et se fait attendre très longtemps. De nombreuses entreprises ont été tentées, on en a vu les besoins pendant très longtemps, et cette histoire des besoins, sa nécessité de créer un recensement systématique, a déjà été évoquée largement, en particulier par Louis Grodécky dans le grand propos du volume 2, par Françoise Gatouillat, par nous-mêmes. Je vais quand même, pour ceux qui n'ont pas lu ces textes, en rappeler quelques éléments. On peut citer par exemple les efforts c'est un point de recherche que l'on avait évoqué il n'y a pas très longtemps avec Elisabeth Pivet. Quel était le rôle, par exemple, des peintres verriers dans cette quête d'un inventaire. Et m'est venu immédiatement à l'esprit, évidemment, l'ouvrage de Hautain, de 1896, avec cet essai de classement des vitraux repérés en France, donc par un peintre verrier, et puis associé à des listes qui sont là aussi dans l'ouvrage, et un classement assez bizarre par école,
Mais voilà, cette recherche, la connaissance de notre corpus a longtemps tardé à se développer sous la forme que nous connaissons. Alors j'ai emprunté à l'article de Françoise le document de l'inventaire Rayon, ce personnage qui était conservateur du musée de Melun, qui a l'initiative du service des monuments historiques, entre 1919 et 1932, qui relève un certain nombre de verrières dans 9 départements, sous forme de schéma, mais sans photographie. Ces documents sont consultables à la médiathèque du patrimoine et de la photographie à Charenton. Et évidemment, nous sommes un intérêt relatif. On était encore à ce moment-là très loin donc d'un recensement tel qu'on le connaîtra. On n'a peut-être pas non plus, pas assez, je crois, souligné le rôle de Jean Lafon comme précurseur et acteur majeur, enfin précurseur d'un inventaire, d'un recensement des vitraux. En réalité, quand Jean Lafon travaille, à partir de 1909 jusqu'en 1975, en fait, en tout cas pendant entre-deux-guerres, lorsqu'il travaille sur le vitrail ancien, il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de photographie, ou très peu, dans les fonds publics, les fonds des monuments historiques et dans d'autres fonds publics. Que fait-il alors? Il parcourt systématiquement le terrain, prend des photos, et ces notes que nous avons, là je vais montrer un petit exemple qui date de sa période helvétique principalement, voilà, ces notes sont des véritables inventaires avant la lettre, avec des précisions sur chacune des verrières concernant la localisation, l'iconographie, l'état de conservation. C'est vraiment quelque chose c'est le vrai précurseur du corpus vitraearum, le vrai précurseur du recensement. Et il est sans doute aussi à l'initiative d'un événement qu'on avait aussi signalé déjà dans la revue de l'art en 2021, c'est ce projet d'inventaire des vitraux et des peintures murales lancé dans la foulée du congrès du vitrail qui s'était tenu lors de l'exposition internationale de 1937. Voilà le courrier que ont tiré des archives du Corpus Vitraearum France. Jean Verrier et Marcel Aubert, avec Jean Lafon, écrivent au directeur des Beaux-Arts en 1937 pour obtenir cet inventaire, cette sorte de précurseur, cette préfiguration du corpus, avec souhait d'un inventaire, de colloques réguliers, bien sûr sans succès à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On a aussi souligné très fréquemment dans nos bilans l'importance comme précurseur, comme élément précurseur du jeu des photomontages des monuments historiques. Ces photomontages qui ont été voulus par l'inspecteur général Jean Verrier, ces photomontages qui sont liés donc aux déposes de la Seconde Guerre mondiale et des restaurations qui ont suivi, donc avec des états qui sont voulus avant et après restauration. Voici l'exemple de Vincennes. Eh bien, curieusement, l'importance de ces documents, aujourd'hui, ne paraît plus absolument évidente. Il n'y a pas longtemps, Isabelle Guy, à la médiathèque du patrimoine, m'a interpellé en me disant « Mais écoutez, on a 3500 relevés comme ça, qu'est-ce qu'il faut en faire? À quoi ça sert ?» C'est absolument incroyable qu'on n'en ait pas conscience aujourd'hui. C'est un véritable inventaire, déjà avant la lettre, des documents de premier ordre en qualité, avec des clichés au 1/10, qui donnent une idée de l'échelle de la verrière, qui donnent des états déjà à l'époque avant-après restauration, et qui en plus aujourd'hui sont déjà des documents anciens, même si les campagnes de prise de vue au 10e se sont poursuivies jusque dans les années 1980, mais souvent d'ailleurs sans les montages que vous voyez là, extraits donc de la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et puis, on s'est bien rendu compte que, dans sa formule initiale, le Corpus Vitraearum International, fondé en 1952, basé sur des systèmes de monographie, eh bien, cette progression des publications est nécessairement lente. Et en 1970, lorsque Jean Lafon publie enfin son premier volume, et il n'y en aura pas de deuxième, sur l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, pour la France, il y a seulement 2 volumes parus. Ce n'est pas à ce rythme-là que l'on pourra connaître le patrimoine français, le verrier français. Le recensement devient une entreprise absolument nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle est réclamée, d'ailleurs sans cesse. Lorsque l'on consulte les petites archives du Corpus Vitraearum français, on voit
On voit Jean Verrier, on voit Jean Tarallon ensuite réclamer sans cesse des fichiers. Nous voulons des fichiers, nous voulons savoir ce que nous avons en France. Nous voulons le savoir essentiellement pour les préserver, pour les restaurer. Et ça, ces outils, on n'en dispose pas encore véritablement à cette date. Parallèlement, donc, en 1970, une date importante, en 1970, on est déjà donc, presque 20 ans après le début de la création du Corpus Vitrearum, et les thématiques liées au vitrail, grâce aux quelques chercheurs qui sont réunis dans les différents pays, grâce au Corpus Vitrearum et d'autres, eh bien, on s'est rendu compte que voilà, beaucoup de thématiques émergeaient, la recherche sur le vitrail avance, de toute façon, tout de même, beaucoup. Ce numéro 10 de la Revue de l'Art, pour nous, est extrêmement important. D'une part, c'est un hommage à Jean Lafon, et d'autre part, c'est aussi voilà, la démonstration de ce que l'on sait faire en 1970, qui était quand même un numéro passionnant. Alors, les débuts du recensement, on les connaît aussi, c'est l'accord du Comité international en 1970, donné lors du colloque de Florence en octobre 1970. Les ambitions du champ et le champ d'études sont là aussi tout à fait bien définis. Et en simplifiant, donc, l'idée au départ, c'est vraiment la constitution rapide, j'insiste sur le mot bien sûr, d'une documentation exhaustive, utile pour la conservation et la connaissance des vitraux. Conservation, connaissance. Et bien sûr, un projet, dès le départ, intégré dans le Corpus Vitrearum, c'est aussi tout à fait essentiel pour le comprendre. Plusieurs phases. La première phase, évidemment, c'est une phase un peu de documentation. Cette première phase qu'on peut situer entre 1971 et 1979, 1978, la sortie du premier volume. L'entreprise prend donc d'abord la forme d'un travail très documentaire et les fiches qui sont topographiées sont déposées au bureau des objets mobiliers. Voilà, j'ai trouvé le contrat passé en 1973 avec Laurence de Finance et Anne Ramboulan qui dit en gros, voilà le travail qui est demandé à ces jeunes personnes sortant tout juste de leur mémoire de maîtrise avec Louis Grodicki. C'est vraiment un travail tout à fait documentaire, si vous pouvez le lire sur l'écran, je n'insiste pas plus. Voici un exemple de fiche, sans doute rédigé par Laurence de Finance, ça concerne un terrain qu'elle connaît bien, c'est Fonds, la Haute-Marne. Voilà, il travaille à la lapidation de Saint-Étienne. Voilà le type de fiche qui a pu être réalisé en ces temps-là. Et avec la photographie, une photographie moderne en face. Les photographies, à l'époque, étaient prises en grande partie par les auteurs. Très vite, c'est le passage de la constitution d'un fichier à la publication d'une série nouvelle de la collection Corpus Vitrearum, donc ce qu'on a appelé le recensement des vitraux anciens de la France. Dans les archives Corpus, on voit que les choses naissent quand même assez vite après les débuts d'entreprise. Dès 1973, un premier projet est annoncé en 4 volumes sur 10 ans. Vous voyez la répartition de l'espace. Paris, la région parisienne, le nord de la Picardie, c'est le premier volume, effectivement. L'Est et la Champagne, la Normandie et la Bretagne, le centre, l'Ouest et le Midi. Ce projet ne sera évidemment pas tenu de cette façon-là. Dès 1975, on pense à un peu plus, travailler 5 volumes en 15 ans, mais en réalité, on le sait maintenant, puisqu'il a fallu 50 ans. Mais bien sûr, les ambitions ont été bien différentes. Ce qui était très bien dans le début de l'entreprise aussi, c'est que la chronologie liée, ça peut vous paraître surprenant aujourd'hui, de dire ce que je vais annoncer, la chronologie va dépasser 1515. Effectivement, le Corpus Vitrearum s'arrêtait avec le début de la Réforme. Et moi, quand j'ai rédigé mon volume sur Saint-Nicolas-de-Port, c'était l'un des premiers volumes consacrés au XVIe siècle, c'était dépasser la chronologie du Corpus Vitrearum Medii, mais dès le départ, Grodicki a l'intelligence d'intégrer, je cite son texte, ce qui concerne le renouveau historique du XIXe siècle, les parties les plus réussies du néo-gothique, de néo-renaissance, etc. Sèvres, choisis, sont déjà dans le premier volume. À côté, vous avez le manuscrit de Grodicki de 1975.
Et puis bon, les premières notices nous déçoivent bien aujourd'hui quand on consulte le volume 1, le volume 2 encore, mais surtout le volume 1. On voit bien que ça découle principalement des fameuses fiches que je présentais tout à l'heure. Et c'est vraiment un travail documentaire quand on veut voir les lacunes à chaque pas, bien sûr. Les faiblesses, par exemple, ces fiches, on sait très bien, sont étroitement liées aux listes de monuments historiques. Les listes monuments historiques, eh bien, parfois, elles nous trompent. Voilà, un vitrail du 19e siècle, de 1860, qui vers 1860, qui était classé monument historique, parce qu'on le trouvait sans doute très bien, une copie de l'arbre de Gessé d'Andran-le-Prince à Saint-Étienne-de-Beauvais, magnifique, classé monument historique, paf, on en fait une notice dans le recensement, avec une datation vers 1545, voilà, c'est pas tout à fait ça. La question aussi de la formation des chercheurs, quelque chose de très important, qui a toujours été un problème redondant auprès des responsables du corpus Vitrearum dès le début. Avec qui allons-nous faire nos volumes? Trouver des chercheurs, les former. Former des spécialistes du vitrail qui doivent être à la fois des documentalistes, des historiens de l'art, des experts, voilà, pour observer, regarder, analyser le vitrail sur le terrain avec un regard critique. Eh bien, j'ai eu la chance de participer à un des stages. J'ai rencontré, je crois, Véronique, Françoise, je ne me souviens plus exactement, mais en 1979, j'étais à ce stage du 18 au 20 juin à l'Inventaire de Lorraine. Je me reconnais sur l'image à droite, mais je ne vous reconnais pas, vous, mesdames. sur la mauvaise photo. Sur la mauvaise photo de l'Est républicain, je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de montrer ce petit souvenir. Nous nous reconnaissons, donc nous nous connaissons depuis 1979. En tout cas, nous nous sommes vus à ce moment-là. Et puis, la deuxième phase. Alors, le deuxième passage de la deuxième phase, c'est sous l'autorité de l'inventaire général, la création de la cellule vitrail. Alors, ce n'est pas du tout par hasard, évidemment, que je mets en tête l'ouvrage de témoignage qui a été publié à l'initiative de Dominique Hervier, parce que ce passage, évidemment, dans le giron de l'inventaire général, est très politique et il n'a évidemment pas été simple. J'en ne connais pas tous les ressorts, loin s'en faut. Mais je suis tout à fait certain que c'est le rôle de Chastel qui a été déterminant dans l'affaire. Grodecki est extrêmement réticent dans l'affaire. Pourtant, Grodecki, quelles sont un peu ses raisons et aussi comment peut-on essayer de comprendre sa réflexion sur ce point important, ce moment très important de notre histoire, puisqu'il va fixer quand même une grande partie de nos destinées. Grodecki connaît le début, a suivi dans le détail, dans l'ombre d'André Chastel, les prémices de la naissance de l'inventaire. Dans ses correspondances, dès 1960, Chastel informe Grodecki de ce qu'il va faire, de ce qui se passe. Et forcément, Grodecki, c'est une chose de très près. J'ai retrouvé, pour avoir une idée assez précise de sa position, une note qu'il écrit à Jean Tarallon en décembre 1963. Ce n'est pas tout à fait par hasard, à mon avis, cette date de 1963, c'est la date où Grodecki est aux manettes du corpus. Maintenant, il vient de prendre la direction du corpus et évidemment s'interroge sur son avenir. Que faire? Alors voilà le contenu de sa note. Pour les publications, il faut préserver l'autonomie du corpus, c'est évident. Pour la rédaction et la recherche, le travail ne peut être fait que par des spécialistes. Il ne faudrait pas perdre le petit nombre de ceux qui sont formés. Recruter avec l'inventaire, mais pas évident. La documentation, oui, des échanges sont possibles, il faut des photos, mais le problème majeur, l'inventaire ne s'occupe pas de protection. Or, le corpus Vitrearum est lié intimement à la protection. Et il conclut, à mon avis, c'est là l'essentiel, plus tard, le corpus pourra devenir une branche spécialisée de l'inventaire, dotée d'une autonomie scientifique et peut-être financière. Finalement, la position de Grodecki est plus souple qu'on ne pouvait l'imaginer, malgré ses réticences absolument certaines que l'on voit évoluer dans d'autres documents que je ne citerai pas. J'ai interrogé Françoise Perrault, sa position était nette concernant ce sujet-là. Grodecki voulait garder son autorité sur le corpus et ne pas tomber sous l'autorité d'une quelconque autre autorité. Voilà. Mais bon, c'est une vision un peu tendancieuse.
Eh bien, quels sont les avantages de l'entrée en 1979 des chercheurs, des 4 chercheurs de la cellule vitrail dans l'inventaire général? Eh bien, l'équipe est stabilisée, ça c'est tout à fait essentiel, stabilisée de façon administrative, ce qui n'est absolument pas le cas auparavant. La direction de Nicole Blondel est assez souple. Des liens sont renforcés avec les régions, c'est tout à fait formidable. Je pense que ça compte beaucoup, ça a compté beaucoup en tout cas pour moi. Un photographe, des déplacements facilités en 504, Véronique s'en souvient, je crois. Des déplacements, donc des expositions, des publications en rapport avec, les travaux en cours. Alors, mon arrivée à la cellule vitrail, moi je suis arrivé très tard, en 91 seulement, le rythme de croisière des travaux vraiment est là. Champagne-Ardenne en 92, en Françoise et moi nous publions en 94 la vitraux de Lorraine et d'Alsace. J'avais travaillé déjà pas mal là-dessus avant, c'est pour ça. Pour ma thèse, Françoise a travaillé d'arrache-pied pour rivaliser avec nos collègues allemands pour faire un super volume. Et que voit-on aussi, que vit-on dans les années 90? On vit à la cellule vitrail, et ça c'est vraiment important, la sortie du vocabulaire vitrail. Alors là, ça ne nous a pas beaucoup réjouis en réalité. On a vu, je vais pas bien sûr, ce soir, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a pu voir de cette élaboration avec la myriade de contrats d'études, etc., etc. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre le vocabulaire vitrail, on l'a fait récemment encore avec Claudine Loisel concernant les verres à filets colorés, on l'a fait récemment avec la petite équipe Vincennes concernant la sanguine. Eh bien, chaque fois, c'est pas très bon. Mais le problème, c'est que cet ouvrage est réédité sans cesse, c'est l'ouvrage qui est l'ouvrage de référence de la collection des vocabulaires typologiques et techniques. Ah, mais il n'a jamais été actualisé, c'est le manuscrit de 1993, qui n'a jamais été touché, la même illustration. Et le contenu manque totalement de perspective historique et les confusions s'accumulent. C'est un problème redondant, les enjeux n'ont pas été tous. Bien. Bien, quand je m'intègre dans cette petite équipe, les choses vraiment roulent formidablement bien, surtout avec la campagne sur la Haute-Normandie. C'était formidable. On a des petites réunions méthodo à Paris, des points réguliers avec François Verdier, à la Maison Marot, que certains connaissent bien ici. Des soutiens logistiques au meilleur niveau, Philippe Chéron, etc., les photographes, de nombreuses publications en parallèle, l'occasion de participer à des super manifestations. Et puis, voilà, tout cela, c'est sûr, nous fait que le projet initial de Micro-Déki éclate complètement. On fait un très gros volume concernant la seule région Haute-Normandie. Voilà pour évoquer comment ce qu'ouvre le recensement. C'est d'abord une liberté au quotidien, une liberté de recherche formidable. À l'hôtel de Vigny, nous avons l'hôtel de Croisilles à côté. Nous allons quasiment en chaussons chercher nos documents dans les magasins. Et la Nicole Blondel nous laisse un certain temps pour travailler sur des questions qui nous intéressent. Et puis là, voilà, d'excellents souvenirs. À l'être Saint-Maclou, en avril 1994, ouvrir les caisses, les panneaux dans leur paille de 1940. Voilà, c'était une merveille absolue et nous sommes joyeux. La troisième phase est bien différente. En 2004, donc on le sait, la sous-direction de l'inventaire général ferme ses portes en raison de la délégation par l'État des opérations d'inventaire aux régions, la loi du 13 août 2004. L'UMR 22, qui nous abritait aussi, donc l'UMR 22 qui était le laboratoire de Claude Mignot, laboratoire de recherche sur le patrimoine français, fusionne, alors je vous passe l'étape des FRE, etc., peu importe, fusionne avec l'UMR 85-97 pour former l'UMR 80-50, le centre Chastel actuel, où nous entrons, nous 4 chercheurs, dans la cellule vitrail, installés dans l'entresol à partir donc, du début de l'année 2005. Et voilà, nous sommes à l'INHA, et là, les conditions sont quand même, je ne passe pas tout de suite, un peu différentes. Je me souviens Catherine Limousin, accompagnée
accompagné de Claudine Nautier, sont allés me voir à l'entretien en me disant écoute, pour mieux maintenant, c'est simple, ce sera plus comme avant. Si vous voulez continuer à avancer, publier vos volumes, eh ben, il va falloir se débrouiller, chercher les sous. C'était le principal argument. Donc l'équipe, on a formé l'équipe de recherche sur le vitrail des origines à nos jours, qui réunissait donc l'ensemble des forces concernant la recherche sur le vitrail. Alors, il y avait des choses déjà qui étaient sur la rampe de lancement, les vitraux de Bretagne, les vitraux de Basse-Normandie, mais les liens sont évidemment très vite assez différents avec les régions. Mais je crois, on le verra plus en détail tout à l'heure, je crois que vraiment l'appartenance à une collection internationale, celle du Corpus Vitrearum, finalement compte pour le prestige de cette collection, compte pour assurer le financement de chaque nouveau volume. Et finalement, surtout le volume Auvergne-Limousin, qu'il faut vraiment que nous arrivions à financer. Il y a un appel d'offres aussi pour l'édition. Pose pas trop de problèmes. Et vraiment, on reste sur une lancée. Alors, l'achèvement de la collection est un peu plus compliqué pour les 2 derniers volumes, parce que tout simplement, l'équipe ne fonctionne plus tout à fait de la même façon, puisqu'il y a un certain nombre de départs à la retraite, des départs à la retraite non remplacés. L'équipe de recherche sur le vitrail, le volet cellule vitrail, n'est plus que de 2 personnes. Il y a des retards, on a besoin de la contribution des retraités, la contribution Véronique, François. Sans eux, je crois que nous n'aurions jamais achevé les 2 derniers volumes. Elisabeth est mobilisée, Karine mobilisée pour réaliser le dernier volume, le 10e volume finalement, parce qu'on a eu quelques difficultés avec une étudiante qui était incapable de rédiger le texte. Et puis, parmi les membres de l'équipe, certains ont décidé d'élargir leur champ de recherche, de diversifier, travailler sur le vitrail du 20e siècle, travailler sur les vitriers de Paris, travailler pour France 1500, etc. Donc on fait un tas de choses formidables, les enquêtes orales. Bon, tout ça, évidemment, fait que la convention signée pour le volume Midi de la France en 2011 fait que le volume paraît seulement un peu plus tard, et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, en rentrant un peu plus dans le vif du sujet, le rendu scientifique, sous quelle forme? D'abord, posons-nous la question vraiment de 2 formes. Je crois vraiment, là je suis même tout à fait persuadé, que c'est grâce au choix du livre que la collection a pu s'épanouir et surtout s'achever. Je pense que lorsque nous sommes arrivés au centre Chastel en 2005, nous aurions été absolument entièrement coupés du système inventaire, système documentaire, et bon, ça aurait été de toute façon la fin de l'entreprise. Mais surtout, la question du numérique. Alors, pour un petit rappel, l'inventaire normalisé créé en 73, Palissy en 89, Mémoire 95, Pop Culture en 2019. Pour nous, pour l'équipe, nous avons fait vraiment de la résistance et vraiment, je crois qu'on a eu intérêt à le faire. Je suis persuadé. Pour l'équipe, il était vraiment tout à fait évident que la gymnastique documentaire, critique, comparative qui permet de construire un corpus ne peut pas être transcrite dans une base de données, quelle qu'elle soit. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais moi je reste vraiment complètement sur cette ligne-là et je n'ai pas du tout de regrets concernant le reste. D'ailleurs, un petit détail amusant, je vais faire peut-être pas plaisir à tout le monde, pour la mémoire de Nicole Blondel en particulier. Il n'y a pas que la question des bordereaux au sein de l'inventaire, il y a vraiment une sorte de pensée qui j'ai un élément que j'extrais de l'ouvrage qui s'appelle Mémoire de verre, ce catalogue d'exposition qui a été publié en 1990 au moment où la campagne de recensement s'achevait sur la Champagne-Ardenne. Eh bien, on peut lire ça en tête d'un bilan sur la méthode. La méthode en histoire de l'art, tirée des bases documentaires telles que l'imagine Nicole Blondel. Alors c'est hallucinant, je crois. L'exploitation des données en nombre considérable est facilitée par l'informatique. Ainsi a-t-on pu observer pour la première fois dans l'étude du vitrail certaines variations temporelles et géographiques,
des phénomènes de brassage, de migration et d'influence réciproque. Quelle vie! La production troyenne, la cartographie des communes, pardon, il y a donc un S de Champagne-Ardenne qui conserve encore des vitraux anciens montre leur inégale répartition. L'Aube est le département le plus riche et toute la France, avec 1160 B au total, 1042, et on tire ensuite des conclusions de ces nombres, des conclusions sous forme d'histoire de l'art, et une histoire de l'art qui n'a pas de sens en réalité. Voilà où les excès aussi, les tendances excessives qui ont pu être tirées au sein même de l'inventaire, de la méthode du tout bordereau. Mais bon, le recensement est absolument loin d'être absent des bases de données nationales et régionales. Le travail de mise en bordereau, s'il n'a pas été fait par nous-mêmes, il a été fait par les services régionaux au moment de l'opération, ou parfois par des opérations repentes, on a vu pour le Limousin, pour la Bourgogne-Franche-Comté, etc. Bon, je pense qu'il existe pour la totalité des vitraux étudiés, mais souvent sans image. Alors voilà, j'ai mis une image, c'est un bordereau qui concerne derrière de la maîtrise. Voilà, c'est quand même fait quelques petits clins d'œil. Bon, le bordereau reprend à peu près ma notice de recensement, mais en y ajoutant un certain nombre d'âneries qui sont là, je ne sais pas trop pourquoi, ni comment, et qui sont là, impossible d'être corrigées. On ne peut absolument pas imaginer de corriger quoi que ce soit. Ce qui est un autre inconvénient, évidemment, des bases de données de ce type. Une question plus cruciale, plus difficile, je pense, à présenter, à exposer ce soir, c'est la question des photographies et de leur diffusion. Et je mets un échec global, peut-être. Qu'est-ce que c'est la photographie? Qu'a représenté la photographie pour nous au sein de la cellule vitrale? Eh bien, bien sûr, parallèlement pour la construction des publications, les archives, j'utilise bien le mot archives photographiques des vitraux français, ont été constituées. On le sait, elles sont aussi exhaustives que possible, et elles ont été constituées avec une qualité remarquable. Mais comment? Vous voyez que je pose la question, comment en bénéficier aujourd'hui? Alors, quand même, pour évoquer un peu pour imaginer, pour que vous puissiez imaginer ce qu'était une campagne d'inventaire aujourd'hui, pour le vitrail, voilà, alors il y a deux photographes d'inventaire, il y a Patrick Glotin, et puis ici Françoise Brossan, qui est toujours active à l'inventaire à Marseille. Je les avais embauchés à Saint-Nicolas-de-Port. Bon, mais c'est pour vous montrer comment on faisait avec les échelles, la chambre Sinard 4-5 inches, et les clichés noir et blanc, quelquefois en couleur. Bon. Eh bien, ces campagnes photographiques professionnelles représentent un investissement matériel, financier, un enjeu absolument énorme. Ces fonds sont entièrement numérisés aujourd'hui, mais comment, voilà, pour évoquer encore les efforts, aussi un petit clin d'œil, évoquer les efforts qui ont été donnés pour arriver à ces résultats. Ça m'a beaucoup amusé, à l'époque j'avais pu obtenir que la fermeture de la basilique Saint-Nazaire de Carcassonne pour faire nos photos. Pourquoi? Parce que le photographe prétendait que le mouvement des personnes dans l'édifice provoquait de légers vibrés sur sa chambre. Bon, alors les vibrés, on ne voulait pas, lui, il voulait aller jusqu'à la bulle dans le verre, évidemment, du vitrail. Donc on a fait fermer la cathédrale Saint-Nazaire, pas évidemment, pas au mois de juillet. Et puis on a emprunté des objectifs, vous me voyez à la gare de Carcassonne, avec les objectifs qu'on avait empruntés à Paris. Voilà le type d'entreprise et le plaisir qu'on avait, évidemment, à se lancer là-dedans et à travailler dans ces opérations extraordinaires, enfin, vraiment extraordinaires. Bon, maintenant ça va être un peu moins drôle, je suis désolé. La question de l'accessibilité de ces données, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui d'Internet en particulier quand nous cherchons une photo? Aujourd'hui, je voudrais une photo, je ne sais pas, moi, j'ai cherché une photo de l'église de Vitrail de Saint-Lézin, de l'église de Blosseville en Seine-Maritime. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien,
on va voir généralement, on fait pas appel aux bases nationales, on regarde sur Google, et puis si on va chercher un petit peu sur The Rose Windows, sur le site que je présente là, il y a beaucoup de choses, mes vitraux favoris par exemple, aussi, la base de demande d'Auduc, le blog de Jean-Yves Cornier, et ça c'est quand même un problème, c'est quand même véritablement un problème. Alors bon, j'ai essayé de faire des sondages dans les régions, diverses régions, pour voir ce que ça pouvait donner. Qu'on trouvait-on quand même sur les bases régionales des services d'inventaire du patrimoine culturel et sur les bases nationales. Alors bon, pour la région Occitanie, qui nous a intéressés, Françoise et moi, les notices Palissy sont intelligemment liées au bordereau. C'est très très bien. On a nos notices de l'ouvrage liées au document Palissy. Et la même chose est accessible sur Pop Culture. Donc, évidemment, c'est pas mal. Et les notices sont téléchargeables en PDF. Les images, bon, les images sont toujours des images, bien sûr, en basse définition. Ça, c'est toujours le cas. C'est moins bien opaque. Là, franchement, on était à peine accueillis par le service régional, service minimum. On voit les images. On trouve les images de belle qualité, bien légendées, donc ça va, mais rien d'autre. Alors, la Normandie est quand même un point absolument essentiel pour l'histoire du vitrail. C'est l'une des régions les plus riches en la matière. Alors ben là, j'ai interrogé bien sûr aussi notre ami Philippe Chéron, toujours là-bas, qui connaît parfaitement tous les ressorts de notre affaire. Avec, d'abord quand même, avant d'interroger, des petits essais sur Pop. Alors sur Pop, c'est pas compliqué, on a des bordereaux, mais on n'a pas une image. Il y a eu un échec complètement, tout était préparé par le service régional, il y a eu un problème, bug, une incompatibilité technique qui n'a pas été comprise, et finalement, les images, pourtant préparées pour être disposées sur Pop, ne l'ont pas été. La recherche n'est pas du tout facile dans les bases régionales. Il faut savoir qu'il faut aller voir sur le patrimoine, la photothèque patrimoine Normandie pour arriver aux photos. Enfin, à ce moment-là, oui, on arrive à une recherche efficace par image et cliché, en définition correcte sur l'écran, téléchargeable en PDF, c'est ce qu'on voit ici, c'est cet écran-là. On trouve toutes les images, absolument toutes les images de l'opération Normandie. C'est quand même pas du tout négligeable. Elles sont téléchargeables, mais en très basse définition. Mais à ce moment-là, on peut obtenir les hautes définitions par demande, par mail, au service d'inventaire de la région Normandie. Mais faut-il faire la démarche. Aujourd'hui, on veut la photo sur son écran. Donc nous sommes très très loin d'accès ouvert des clichés haute définition, comme le font nos collègues allemands. Aujourd'hui, on peut télécharger à peu près toutes leurs photos en haute définition et lier bientôt avec les volumes en rapport. Un petit progrès est en cours, puisque, je peux vous l'annoncer ce soir, le volume 3 du recensement est accessible sur Gallica depuis quelques jours. Mais, je le disais tout à l'heure, Elisabeth, extrêmement mal numérisé et pas interrogeable sur le PDF. Bon, on verra plus tard. Le rendu scientifique, maintenant, parlons du contenu quand même, ça fait 3/4 d'heure que je vous parle de forme, de contenu, un peu de méthode, un peu de voilà. Eh bien, vous l'avez bien noté tout à l'heure, on le sait, dans le projet initial, conservation et connaissance sont étroitement liées. Bon. Prenons d'abord la question de la conservation, donc une des missions liées en recensement. Eh bien, autant du trio Tarallon, Brodecki et Papy Gruber, Maître Gruber, eh bien, un représentant du corpus était tout à fait naturellement invité sur les chantiers les plus importants. Et bien ensuite c'était bien différent, surtout lorsque, bien sûr, la cellule vitrail était rattachée à l'inventaire. Eh bien, l'inventaire, on le sait, c'est d'une manière générale, n'a pas de prérogative régalienne, elle ne peut pas protéger, elle n'a aucune prérogative, elle ne peut pas avoir autorité sur un chantier, et par conséquent
les membres de la cellule vitrail de l'inventaire général, s'ils ont été très présents sur un certain nombre de chantiers dans les ateliers, c'est simplement parce qu'ils avaient été invités par un collègue bienveillant ou par un peintre verrier ami. Les choses ont été un peu rectifiées en 2020 par la naissance de la saisine, une saisine possible, équivalente de celle qui permet aux membres du pôle vitrail du LRMH d'intervenir sur les chantiers. Mais nous sommes donc évidemment extrêmement loin des ambitions initiales, qui évidemment étaient entièrement fondées sur la position personnelle des différents fondateurs sur une autre époque. Alors bien sûr, on a su ça, bien sûr, ça, quand même fréquenter beaucoup les ateliers. Formation et méthode, voilà, je crois que l'un des avantages de notre équipe, c'était sa stabilité. Certaines membres de l'équipe ont fait toutes les campagnes, celle d'Austerlitz et de Waterloo, depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'était vraiment, je crois, très important. Cette stabilité a évidemment permis l'achèvement et la cohérence. Qu'étions-nous? Moi, je me vois un peu comme documentaliste, expert, spécialiste, un peu historien de l'art aussi, j'espère. Mais notre position dans l'histoire de l'art est archi claire. Il faut la réaffirmer, même si ça paraît évident à tout le monde. C'est une histoire traditionnelle, en mettant l'accent sur une approche historique liée aux œuvres et tentant de se frayer un passage entre champs purement patrimonial, de la conservation et de la restauration à l'histoire de l'art. Voilà, alors les confrontations avec les œuvres, avec les historiens de l'art en atelier, eh bien, on en a bien des exemples, et bien aussi, je vais évoquer quelques petits souvenirs devant le vitrail de Jacques Coeur, le vitrail si mythique, en janvier 1995, avec Françoise, Nicole Reynaud, Philippe Lorenz, Albert Châtelet, quels échanges absolument de premier ordre à ce moment-là. Avoir en main le vitrail Popillon, que j'avais réussi à faire prêter pour l'exposition France 1500. Et lorsqu'on l'avait vu arriver au Grand Palais, on s'était dit tout de suite, mais ce vitrail, il y a du jaune d'argent, il y a deux types de jaune d'argent, il y a du jaune d'argent sous la grisaille, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut absolument étudier ça. Et avec le pôle vitrail ensuite du LRMH, grâce à la restauration qui a suivi, on a pu faire une étude sur ces peintures si particulières, caractéristiques d'un vitrail qui a été réalisé d'après Jean Hay, quand même. Voilà, dans l'atelier de Tours avec Laurence Cusange. Et puis, pour moi personnellement, la pratique du vitrail, moi ça m'a apporté quelque chose. Je refais une mise en plomb d'un vitrail de ma collection, il n'y avait pas beaucoup de risques, voilà, mais j'en étais très fier. 2004, voilà. Atelier Tisserand à Évreux, un de nos amis, l'atelier Jean-Pierre Tisserand, auquel on peut rendre hommage, on lui doit beaucoup, on a beaucoup fréquenté son atelier. Et puis, grâce à Véronique, on a eu vraiment accès, on a beaucoup été branchés sur les techniques contemporaines. Pour moi, c'était vraiment, c'est un bénéfice permanent d'être un peu informé, au moins à minima, des pratiques et des modalités de la création contemporaine. Et avec Véronique, avec Françoise, on a beaucoup eu contact avec Véronique et Elena et avec sa création si particulière du vitrail du millénaire de la cathédrale de Strasbourg. Quel bénéfice maintenant pour la méthode? Bon, alors j'ai mis un certain nombre de généralités, enfin pas de généralités, de notes de synthèse, on peut peut-être les passer rapidement, on les retrouverait plus tard ou pas sur la mise en ligne. Mais bon, je vais essayer d'être plus concret et de rentrer dans le vif du sujet. Oh là, je vois que mon image ne passe pas totalement sur l'écran, mais qu'est-ce qu'on attendait de nous lorsque nous nous trouvions face à une verrière dans des conditions
plus ou moins favorables. Ici, c'est des conditions quand même assez favorables, puisque par chance, les vitraux ont pu être déposés exactement au même moment de l'opération recensement. C'est l'expertise pour la construction d'une notice que je voudrais évoquer à partir de cet exemple-là. Et l'implication que ça peut avoir pour, finalement, l'histoire de l'art. Vous voyez, on part de l'accès à une verrière. On en voit ici la situation hors plomb, qui est absolument miraculeuse parce qu'on voit absolument tout. On se rend compte de plein de choses. On se rend compte que ce personnage, ce Saint Blaise, et ça c'est vraiment le travail archéologique quand on se trouve devant une œuvre, ce Saint Blaise, eh bien en fait, c'est pas tout à fait un Saint Blaise, même si il y a bien ici un crochet qui lui correspond. Peut-être que la tête va bien avec lui aussi, mais le menton ne va pas du tout avec lui. Et en fait, c'est là un menton d'un autre personnage. En fait, ce personnage est fait avec deux figures qui ont été raboutées les unes avec les autres. Et puis, quand on fait l'étude critique, j'ai pu le faire en atelier, à l'atelier Thomas à Valence, eh bien, on se rend compte que ce vitrail n'est absolument pas fait pour la fenêtre dans laquelle il est. Il a été largement élargi, il y a un grand nombre de filets de bordure. Quant à la découpe des panneaux, on le voit très bien ici, elle ne correspond pas non plus du tout à la disposition des baralotières de ces baies de la chapelle d'Axe de l'église cathédrale Saint-Sauveur à Aix. Problème, tout bête au départ de constat. Mais ces constats ont des conséquences en l'occurrence très intéressantes parce que ce vitrail, a priori, ces vitraux de la chapelle Saint-Mitre, dans la chapelle d'Axe, donc de la cathédrale, sont attribués par un texte de 1443-44 à un grand peintre, un grand peintre provençal, à l'atelier de Guillaume Dombet. Et en réalité, on se rend compte que ces verrières-là, que ces panneaux-là, n'ont absolument pas été faits pour les baies correspondantes au texte qui se rapporte à ces fenêtres-là, et donc que l'attribution de ces panneaux à Guillaume Dombet n'est pas possible. Or, justement, ces panneaux, ces vitraux-là, attribués autrefois de façon sûre à Guillaume Dombet, ont servi de référence absolue à l'attribution à cet atelier d'autres peintures, en particulier du retable de Tarascon. Donc, en fait, un échafaudage s'écroulait, tout simplement, un échafaudage d'historien de l'art s'écroulait, tout simplement là, parce qu'une notice de recensement précise avait pu être établie devant ces panneaux, dans des conditions, il faut le reconnaître, favorables. Bon, un exemple de ce que nous vivons, nous avons vécu un peu partout, une notice qu'on a faite avec Véronique, là, sur Saint-Sauveur, la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, le grand vitrail du Branan du Tronc. C'est un vitrail important, mais qui, de premier abord, semblait extrêmement restauré, peu intéressant, compliqué d'accès. Ça pourrait paraître évidemment tout de suite très compliqué quand on peut vous lire, je ne sais pas si vous pouvez lire les inscriptions, mais en tout cas, on voit que Frédéric Martin, le peintre verrier d'Avignon, est intervenu de façon drastique en 1864. Je n'arrive pas à lire 63 sur l'écran, 63. Et qu'on peut assez facilement imaginer qu'il est intervenu de façon puissante. Bien que dans ce médaillon de droite, dans ces médaillons, il est laissé quelques fleurs de lys anciennes mêlées à sa composition. On fait notre travail documentaire classique, on dépouille la bibliographie, on tombe sur une gravure comme ça, tirée d'un ouvrage de 1848, donc avant Restauration. On voit que déjà la disposition de la verrière était différente. Donc voilà un autre point important pour construire la notice. Et puis on a la chance, toujours dans cette période du recensement très favorable en Provence, d'avoir les panneaux à l'atelier Thomas. Que voit-on? On va un vitrail effectivement très restauré, mais avec d'autres problèmes, d'autres soucis supplémentaires. C'est que la tête de ce personnage, certes, ce Saint-Mitre, certes, elle est ancienne, mais elle est complètement repeinte. Donc, ça pose véritablement problème pour son analyse. Mais ça, évidemment, c'est l'intérêt d'une notice, et de pouvoir donc apporter au lecteur toutes les précisions nécessaires.
Dans la partie basse, quelques éléments un peu mieux conservés, mais qui est cet archevêque, qui est cet archidiacre que nous avons en bas. Eh bien, pas d'informations plus que cela. On passe alors à une autre étape dans notre recherche de notices, dans la préparation de la synthèse qui sera liée au catalogue, dans la partie PACA du volume 11. Voilà, on cherche, on sait qu'en Provence, peintres et peintres verriers travaillent, bien sûr, sont des artistes polyvalents. Nos références les plus utilisables se trouvent effectivement dans la peinture, sachant qu'en vitrail, celui du bras nord de la cathédrale d'Aix est complètement isolé vu sa datation. Vu sa datation a priori. Sa datation a priori, en effet, parce que la datation qui est attribuée à cette partie de l'édifice, vers 1380 à peu près, ne correspond absolument pas à une datation a priori aussi du vitrail dans la première moitié du XVe siècle. Que faire alors? Eh bien effectivement, on avance en comparant aussi avec les quelques panneaux qui sont comparables à des dates relativement proches. Bien sûr, ce n'est pas une œuvre de Jacques Iverny que nous avons là à la cathédrale d'Aix, mais grâce à ces recherches comparatives, à cet usage de tout ce que, en faisant feu de tout bois, on peut arriver à proposer dans une notice donc une présentation archéologique correcte de ce vitrail, une datation correcte de ce vitrail, je dirais dans le deuxième quart, plus précisément dans le deuxième quart du XVe siècle, un vitrail qui, je le répète, est un élément assez isolé, ou même complètement isolé, dans le corpus, dans le si petit corpus de Provence. Je passe à autre chose maintenant. On dépasse la notice et en passant à des choses plus thématiques et d'abord, bien sûr, aussi à des éléments de plaisir, de joie que nous avons su trouver en croisant les données au fil des volumes. Un exemple qui a suivi bon nombre de volumes, en tout cas, qui m'a suivi pendant toute mon activité de vitrail depuis les années 80 jusqu'il n'y a pas très longtemps. Effectivement, quand je travaillais pour ma thèse, pour l'inventaire des vitraux de Lorraine au musée de Metz, je tombe sur ce fragment qu'on peut attribuer à Engrand-le-Prince. Au premier coup d'œil, c'est facile. Voilà, avec Françoise, nous sommes allés au musée d'Arras. Françoise cherchait un panneau alsacien du XVe siècle, elle l'a trouvé sublime. Ben moi j'ai trouvé d'autres petites choses qui sont dans Engrand-le-Prince, qui viennent d'une verrière démembrée sans doute de Saint-Étienne-de-Beauvais et de Deux. Dans le volume 3, eh bien, avait été vu au musée des arts décoratifs de Lyon un fragment d'une adoration des bergers. Engrand-le-Prince. Nous avons pu la présenter en 1995 au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et oui, voilà encore. Et maintenant, dans notre avant-dernier volume, à Saint-Cirque-la-Popie, au musée Regnault, un ange composite, mais ça, Engrand-le-Prince, évidemment. Donc voilà, c'est les plaisirs et puis l'œil qui s'est formé au fur et à mesure des campagnes. Croiser et faire converger les informations dispersées dans les volumes sur la technique, les éléments techniques nous ont attiré notre attention tout au long des volumes. C'est vraiment un des points forts que nous avons développés, je crois. Eh bien, lorsque, avec le pôle vitrail de l'ARMH, nous avons voulu lancer cette campagne sur les verres à filets colorés, à la suite aussi de la restauration de la rose ouest de la Sainte-Chapelle, il était extrêmement utile de disposer des volumes du recensement. Adèle Relier, qui avait fait sa mémoire de maîtrise sur cette question-là à l'école du Louvre, son master à l'école du Louvre, a travaillé à partir des volumes du recensement pour repérer, et des volumes de corpus à l'étranger, pour repérer les vers à filets colorés, les vers dits vénitiens. Voilà, le recensement et la technique. Sur le grand panneau tout à l'heure, j'avais mis une formule qui vous paraissait peut-être un peu vague, c'est-à-dire appréhender sans hiérarchie aucune le patrimoine. Eh bien, je crois que c'est quelque chose de très important et qui a évité que l'on passe à côté
de choses extrêmement intéressantes, qu'on perde l'intérêt pour un certain nombre de corpus qui autrement pourraient passer inaperçus. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que je vois d'autres recherches sur les rapports entre peinture et vitrail. En ce moment, on voit par exemple des travaux qui ont été lancés par Cécile Scailleres pour peinture et vitrail au XVIe siècle avec l'INH. Eh bien, c'est partir, c'est chercher cette démarche différente de la nôtre, c'est chercher le chef-d'œuvre ou l'œuvre de peintre avant tout, et à partir de critères qui ne sont pas des critères qui s'appuient sur une vision globale du corpus. Nous avons une vision globale du corpus et nous pouvons en isoler un certain nombre d'œuvres, de séries d'œuvres pour toutes les périodes de l'histoire du vitrail. Qui se serait intéressé, a priori, je crois que c'est Véronique qui a dû faire la notice Blosseville, je ne sais plus, l'église Saint-Lézin de Blosseville. Ces vitraux des années 1580 ne rentrent dans aucune case de ce qu'on est habitué à voir en rapport avec l'histoire du vitrail. Aucun ouvrage général ne parle du vitrail de ces années qui suivent les guerres de religion. Or, n'oublions pas que ces œuvres ont été considérées comme extrêmement intéressantes. Si l'on reprend notre vieil ami Pierre le Vieil, justement, voilà ce que l'on peut lire à leur sujet. Il en admire une composition si diversifiée, exécutée sur le verre avec tant d'intelligence, qu'on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, de la beauté du dessin ou de la vivacité des coloris. Je crois que le travail de recensement tel qu'il a été conçu, mené à bien, nous permet d'éviter tous ces systèmes de hiérarchie, de faux chefs-d'œuvre, ou de chefs-d'œuvre, vus selon des critères construits bien plus tardivement, et donc d'être complètement décalés. C'est là un des très importants bénéfices de tout voir. C'est vraiment d'avoir un œil sur les œuvres sans aucun a priori et sans hiérarchie. Alors, sur un autre plan, si on veut énumérer, et bien sûr on ne peut pas les montrer tous ce soir, si on veut énumérer un certain nombre de bienfaits qui me semblent importants dans le passage en revue de ce qui a pu être extrait des volumes du corpus, moi je note un certain nombre de choses qui m'ont frappé personnellement dans l'intérêt de ces nouveaux corpus, nouveaux parce qu'ils n'ont pas encore été extrêmement fréquentés par des recherches thématiques. Le vitrail civil, à l'église et au musée, là je reprends à dessein la formule de l'article de Jean Lafont de Médecine de France 1956, mais aussi le vitrail civil dans les collections privées, bien sûr, et parfois même in situ. Dans le volume Midi de la France, eh bien oui, il y a un corps de Sur-Ciel, dans le Tarn, à la maison Prunet, présente dans un ajour de l'une des baies de l'étage, eh bien ce qui est un élément de son décor de 1270 et qui montre un exemple de ces vitreries qui sont en fait la transposition de vitreries de grisailles décoratives à l'échelle d'une maison. En fait, grisailles décoratives des églises, grisailles décoratives des maisons, reprenaient des modèles, des systèmes comparables. On peut en avoir la preuve ici avec ce tout petit, modeste fragment en place, tout à fait passionnant. Grâce à Françoise, avec Jean-François, je suis allé voir à Méruès, en Lozère, la maison du Viguier. Alors vous avez une image avant, après restauration. Je ne fais pas de commentaires sur la qualité du travail de la restauratrice qui est intervenue sur ce panneau appartenant à un édifice privé, à une maison donc particulière. Ce vitrail, je le date du deuxième quart du XVIe siècle parce qu'effectivement le panneau héraldique du milieu avec son chapeau de triomphe
monté à l'envers, peut être daté de cette période-là, à peu près, même s'il n'a pas identifié le blason. Les vitreries, je ne suis pas absolument certain que les vitreries aillent tout à fait avec, et je ne suis pas absolument certain que tout soit tout à fait en place. Mais tout de même, on a là, dans l'imposte d'une croisée, utiliser le mot juste, dans l'imposte d'une croisée, un vitrail héraldique, à peu près à sa place d'origine, enfin, peut-être à sa place d'origine, ou pas loin de sa place d'origine, qui évoque donc un très grand nombre de ce type de verrières qui ont été développés au XVe, XVIe siècle et au-delà. Je fais remarquer en passant dans cette demeure, j'ai mis cette photo à dessin, la présence des volets avec leur décor de serviettes repliées, tout à fait caractéristique des systèmes de clôture des baies au XVIe siècle, et là qui semble à peu près aussi à sa place d'origine. Donc l'archéologie, vraiment, de ces œuvres, c'est bien sûr très modifiées, très bricolées au cours des temps, est pour nous extrêmement importante et aurait tendance à nous lancer justement dans une thématique sur ces questions des vitraux civils. Ces vitraux civils, si on les cherche bien, ces vitraux civils de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, si on cherche bien, on les trouve. Et en parcourant les volumes du recensement, on ne trouve pas que des blasons, des rondelles à gogo. On trouve aussi des panneaux beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants, comme par exemple ici, un vitrail qui a été étudié par Françoise Gatouillat, réfugié dans l'église Notre-Dame des Artelles à Fons. Voilà, il y a deux panneaux en réalité, des panneaux qui se trouvaient dans des impostes de croisée au XVIe siècle. Ici, un panneau aux armes de France, avec dans les équations autour des armoiries cernées de l'ordre de Saint-Michel, des petites figures grotesques, absolument charmantes. Et voilà, cela donne tout à fait envie de se lancer dans ce que j'appellerais quand même, oui, des nouveaux corpus, parce qu'ils mériteraient un sujet de recherche en eux-mêmes, et la matière, je le répète, ne manque pas, elle est dans le recensement. Dans ces nouveaux corpus, avec des guillemets, eh bien, c'est peu intéressé, mais bon, au cours du recensement, le nombre de vitraux du XVIIe siècle est important. On peut parler d'Orléans, bien sûr, d'ensemble d'Orléans, mais Françoise a montré tout l'intérêt des fenêtres hautes de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, avec ses verrières figurées du début du XVIIe siècle, et aussi avec dans les parties latérales une série de vitreries géométriques de couleurs qui forment un ensemble absolument considérable. Et on peut parler, toujours en Occitanie, de l'ensemble considérable des vitraux des baies hautes et du transept et de la nef de la cathédrale d'Auch, entre autres. Donc là aussi, encore des domaines à explorer, mais que signale parfaitement bien le recensement qui les a pris en compte, sans, je le répète, sans hiérarchie, de la même manière et avec même soin documentaire que toutes les autres verrières de toutes les époques. Alors, travailler au recensement, ça a été aussi pour nous, pas seulement faire des notices et rapporter des éléments avec les autres, créer des liens, ça a été bien sûr essayer de s'intégrer au fur et à mesure de nos progrès, de nos recherches, dans des thématiques fondamentales de l'histoire de l'art et de l'histoire du vitrail, avec un point redondant, les liens bien sûr avec les questions de la peinture contemporaine, les liens entre histoire du vitrail et histoire de la peinture et des arts graphiques. Les travaux sur la Haute-Normandie et la connaissance de ce que nous avions fait à Paris, en particulier à l'occasion de l'exposition Vitraux parisiens de la Renaissance avec Guy-Michel Leproux, nous avait donné accès à ce qui était produit à Paris autour de 1500. Et évidemment, lorsque nous sommes arrivés en Normandie, que nous avons vu des cartons à Elbeuf, à Rouen, à l'église Saint-Godard, tirés des modèles parisiens, tirés de la répétition de cartons connus, ici par exemple, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, et de voir leur répétition
dans les églises normandes nous a amené à considérer cette question et à la développer avec beaucoup d'autres. Toute l'équipe et tous ceux qui se sont intéressés à ces questions se sont réunis finalement en 1999 autour de cette question-là, vitrail et art graphique, avec nos collègues étrangers, avec Brigitte Courman, avec Susanna Van Reven, Philippe Lorenz était présent bien sûr, voilà, on a Fabienne Joubert, on a donc publié ces actes d'une table ronde tenue à l'École nationale du patrimoine, qui a vraiment fait date fait le point sur tous les rapports possibles entre les modèles dessinés, les modèles gravés, les cartons, leur circulation, leur usage, les modalités de leurs usages en France, en Europe, pas seulement à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle, mais aussi avec les modalités concernant les travaux du XIXe siècle, puisque Jean-François Luneau intervenait en évoquant l'exemple de l'atelier Gaudin et de ses prédécesseurs. Voilà donc là aussi ce ou quoi peut conduire le recensement. S'intégrer dans des thématiques fondamentales, je ne vais pas les lister toutes parce qu'il y en aurait beaucoup, mais par exemple aussi, moi celle qui nous a beaucoup intéressés avec Véronique en Provence, puisque nous avions assez peu de vitraux in situ, nous avions en revanche beaucoup de vitraux conservés dans des collections publiques ou à l'origine privée. La villa Efrussi de Rothschild, lieu enchanteur, comme vous voyez. Je ne rêve pas d'être conservateur de la villa Efrussi, ça va vraiment, j'ai raté là, dans les choses. Puis quand même, après tout, il y a des vitraux. Alors vous avez Madame de Rothschild, photographiée par Albert Kahn, à droite, un fond de fond Albert Kahn. Mais voilà ce qu'on a pu trouver, par exemple, dans les soutes, vraiment c'est ça, dans les caves de la villa. C'est un des intérêts du recensement, c'est tout à la fois, c'est l'intérêt de la découverte, ce sont les bienfaits de faire partie de la communauté du corpus literarum international, c'est les bienfaits d'avoir aiguisé son œil. Quand nous avons vu cet ensemble, bien sûr c'est un vitrail flamand, ça va de soi. Il y a en Belgique pas mal de vitraux publiés dans les volumes de corpus. On feuillette le volume 2, et bien on trouve ce même vitrail à l'église, j'ose pas prononcer, dans une église, je vous lirai vous-même, en Belgique, daté de 1540, et le corpus réalisé par Jean Helbig indique que ce vitrail est en place en Belgique, dans l'église de Seren-Elderen, est entièrement moderne. L'original est passé sur la Côte d'Azur. Voilà l'intérêt aussi de réfléchir aussi, bien sûr, sur le collectionnisme. Comment Béatrice Efrussi de Rothschild a constitué sa collection, pourquoi, avec qui, une collection qui se trouvait répartie entre sa résidence de l'avenue Foch et ses résidences de la Côte d'Azur. Ces trois villas de la Côte d'Azur, finalement, réunies toutes à la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pourquoi? Par qui? Alors, il y a peut-être des éléments de réponse qui arrivent avec le panneau suivant, qui fait appel finalement, lui aussi, à notre œil. Dans les soutes de la villa Efrussi de Rothschild, on trouve ce panneau extrêmement intéressant et que je connaissais bien d'avance, évidemment, parce que en étudiant la Chalade pour le volume 5 du recensement, eh bien, j'avais vu le vitrail du musée de Cluny, qui vient de la Chalade, et le lien entre la Chalade, le musée de Cluny et la villa Efrussi de Rothschild a pu être établi immédiatement. Sachant que le vitrail conservé actuellement au Musée national du Moyen-Âge est passé par le verrier Lyon. Est-ce que c'est par Lyon qu'ont transité un certain nombre de panneaux qui ont pu finalement arriver dans les collections de Béatrice de Rothschild, où malheureusement il n'y a pas d'archives de Béatrice de Rothschild à ce sujet. Donc on essaie de tâtonner pour comprendre comment cette collection un peu exceptionnelle, qui est composée en grande partie d'éléments monumentaux, donc exceptionnels sur ce point-là, a pu être constituée.
en Provence toujours, pour cette question du collectionnisme, quels objets nous avons la chance d'avoir au musée Granet à Aix-en-Provence. François Marius Granet, vous savez, vous connaissez son portrait par Ingres. Eh bien, François Marius Granet, lorsqu'il est décédé en 1849, a légué sa collection au musée Granet. Parmi cette collection, des vitraux. Alors là, c'est vraiment la collection classique de ces années-là, la collection du cousin Ponce, des rondelles, des vitraux suisses. C'est tout à fait classique, mais en même temps révélateur et très intéressant pour cette période de la part donc d'un acteur important de la vie artistique française dans la première moitié du XIXe siècle. Tout à fait autre chose, mais vraiment très classique aussi pour la place des vitraux dans les collections, le musée Grobet-Labadier à Marseille, que nous avons étudié en détail. Alors, il y a quelques pièces tout à fait intéressantes dans cette collection, mais en fait, en réalité, la famille Grobet-Labadier a constitué, a rassemblé un ensemble de vitraux pour les poser dans les fenêtres de leur hôtel marseillais, non pas pour les vitraux eux-mêmes, mais pour en faire le cadre, pour en faire le décor de leur collection, les disposer de façon la plus décorative possible. Cette collection place les vitraux, les fragments de vitraux, uniquement sur un plan ornemental, décoratif, créer un cadre pour une collection d'œuvres picturales, de sculptures, d'objets de tout type, de diverses époques, et pour créer un cadre à l'habitation des propriétaires de l'hôtel particulier. Une des places extrêmement courantes, extrêmement banales en réalité, de l'usage des vitraux dans les collections et dans l'espace privé au XIXe et au XXe siècle. Alors, tout voir, essayer de tout voir, avoir vraiment le souhait d'être exhaustif dans l'exploration de toutes les collections, des réserves de musées, un aspect très riche qui nous a été donné presque dès le début à notre quête de recensement, un aspect très particulier justement dans le cadre de l'inventaire, parce que l'inventaire s'accorde uniquement à l'étude des édifices non gardés, je me rappelle de la formule. Eh bien nous avons eu accès, nous avons eu le souci d'explorer les collections gardées et les fonds de musée, on vient de le voir déjà, ont apporté un grand nombre de découvertes. Mais ce que je veux souligner avec cette image, c'est deux choses. La première chose, c'est souvent la grande banalité des objets que l'on trouve dans ces réserves de musée, les rondelles. Alors effectivement, je me souviens Karine Boulanger parlant des réserves du musée de Poitiers, oui, des rondelles cassées. C'est un peu le cas aussi dans les réserves du musée Calvet, visité avec une très grande difficulté dans la périphérie d'Avignon, dans un édifice qui était transformé en réserve, et sans éclairage véritable, sans table lumineuse, des vitraux juste posés sur des tables, sur des planches, sur du papier blanc. Voilà. Que trouve-t-on? Voilà, on trouve des choses comme ça, et finalement, on pourrait passer extrêmement vite, sauf que quand on voit ça, un choc se produit immédiatement. Ça, c'est l'expérience, c'est l'habitude de regarder les choses. C'est presque l'inverse de ce que je disais tout à l'heure à propos des chefs-d'œuvre. C'est effectivement, là, c'est notre vision actuelle des chefs-d'œuvre qui parle. Quand on voit ça, voilà, on ne pense pas tout de suite à Enguerrand en carton, mais on sait qu'on a vu une œuvre de tout premier ordre, parce qu'elle est peinte avec une fabuleuse technique absolument sublime, même si cette œuvre est toute petite, elle mesure quelques centimètres, elle mesure même pas de vingtaine de centimètres, elle est en très mauvais état, les plombs sont d'origine certes, mais il manque une pièce, on se demande, ce fragment, qu'est-ce que c'est? C'est un chef-d'œuvre, et c'est la preuve aussi, on trouve là la preuve de la polyvalence d'Enguerrand en carton, et on cherche évidemment ensuite à creuser, on fait appel aux experts. Je suis allé voir Marie-Claude Leonelli, je suis allé voir Madame Didier du Louvre, Dominique, et je suis allé voir Nicole Reynaud,
avec mon idée, est-ce bien un Enguerrand carton, bien sûr armé de ce que j'avais pu observer comme élément de comparaison, en particulier des liens avec l'enluminure. La peinture de ce vitrail est peinte exactement comme un travail, comme une enluminure, mais avec évidemment les formes et la façon d'un peintre verrier. Cette polyvalence ici, tout à fait caractéristique des artistes en Provence à cette époque-là, et cette fois-ci prouvée pour Enguerrand carton. Alors évidemment, le retour d'expérience après publication dans la revue de l'art au musée Calvet est un tout petit peu décevant. J'y suis passé il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, maintenant, le panneau est exposé au musée Calvet, mais sans lumière, juste sur un papier blanc, découpé, très mal découpé, mais voilà, on a reconnu quand même que le musée Calvet quand même, voilà, reconnu qu'il avait là en sa possession une œuvre qui méritait d'être exposée. Dernier point que je voudrais développer très rapidement, on a parlé des notices à l'instant, on a parlé des découvertes, on a parlé des différents corpus qui ont été isolés, qui seraient à développer, on a parlé de nos découvertes, on a parlé des chefs-d'œuvre, etc. Voilà, bien. Mais quelle synthèse? Alors, quelle synthèse? Vous le savez bien, pour avoir fréquenté les volumes du recensement, les introductions qui alimentent, qui ouvrent les différents volumes ont connu des développements extrêmement différents et, vous semble-t-il, ont évidemment progressé au fur et à mesure de l'avancée de notre travail. Rappelons d'ailleurs que dans le premier volume, ce ne sont pas les auteurs des notices qui écrivent les parties introductives, mais Hydrodéqui, Françoise Perrault interviennent en tête, prennent à prise en charge la présentation du corpus qui a été réuni dans le volume. Alors, le principe de ces introductions était finalement fixé assez vite. Il s'agissait de donner au lecteur une image générale de ce qui était contenu dans le volume, de l'aider à circuler entre les différentes notices, c'est-à-dire de savoir où trouver les choses intéressantes, importantes, siècle par siècle, centre artistique par centre artistique, isoler les édifices remarquables et rappeler justement ce qui les rendait particulièrement importants. Les derniers volumes, surtout je pense qu'à partir du volume 5, vraiment les progrès ont été les plus notoires. Les derniers volumes, je crois qu'on peut vraiment l'affirmer, présentent des synthèses régionales tout à fait fortement élargies au XIXe et au XXe siècle. Je pense au volume, en particulier un autre volume, Midi de la France, où vraiment je crois que le tableau qui concerne, un tableau général qui concerne les vitraux anciens, se complète par un tableau de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui du vitrail des 19e et 20e siècles dans les différentes régions étudiées, qui représente une véritable synthèse. Alors, bien sûr, tout n'a pas été aussi simple au cours du développement de nos opérations. Et puis, en fait, on a été un peu tous marqués par une phrase de Louis Grodecki dans l'introduction du premier volume, qui m'a paru, moi en tout cas, comme une espèce de défi à relever. Je cite, là j'ai le manuscrit de 1975, c'est la partie publiée également, que l'on retrouve dans le volume publié en 1978. Je note surtout, ce patrimoine est immense. La France possède plus de vitraux du Moyen-Âge que le reste du monde, et il y a dans ce pays autant, sinon plus, de vitraux de la Renaissance que du Moyen-Âge. Alors moi j'ai pris ça vraiment comme une sorte de provocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut le vérifier? Est-ce que c'est si important que ça? Je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus aussi important que ça, mais si l'on relit les synthèses, les introductions qui ont suivi, si on relit notre article des vitraux par milliers, publié donc bien plus tard,
on peut y trouver des sortes de réponses à la provocation involontaire de Grodecki, avec des jeux de comptage. Ah oui, alors en Bretagne, il y a tant et tant de vitraux du XVIe siècle, en Normandie, la proportion, etc. Et effectivement, Grodecki avait raison. Mais finalement, lorsqu'on arrive dans des régions qui ne sont pas au nord de la France, lorsqu'on arrive par exemple au volume 9, le volume 9, Limousin, l'Auvergne, sur l'Auvergne, eh bien, c'est complètement faux. En Auvergne, il y a beaucoup moins de vitraux, certes, mais tout s'arrête avec la trahison du connétable de Bourbon. Quand les Bourbons quittent la région, eh bien, il n'y a plus un seul vitrail. Tout se passe la deuxième moitié du XVe siècle et autour de 1500. En fait, tout ça nous apprend qu'en réalité, et je pense que c'est vraiment le plus important, je reste sur la diapositive précédente, les questions quantitatives proposées ne sont pas pertinentes, ne sont pas véritablement pertinentes, ou elles ne le sont pas du tout si elles ne sont pas liées à l'histoire particulière de chaque espace. Alors on peut par exemple chaque espace, la Provence, oui bien sûr il faut chercher aussi d'abord les pleins, les vides, mais en Provence où il y a peu de vitraux, il n'y a jamais eu beaucoup de vitraux en Provence, parce que aussi en Provence, l'art gothique n'a jamais connu un véritable épanouissement. Si l'on ne connaît pas l'histoire l'histoire politique, l'histoire architecturale, l'histoire des grands monuments, et aussi donc l'histoire des disparitions des vitraux, la recherche des pleins et des vides, les synthèses régionales n'ont pas véritablement de sens. J'insiste beaucoup sur la recherche des vides. Je pense aux efforts qu'a produit Karine dans son volume concernant Poitou-Charentes-Aquitaine, avec des départements presque entièrement vides de vitraux, et elle s'est attachée à chercher pourquoi, d'abord à chercher la trace de fragments mentionnés, et essayer de comprendre les grands phénomènes qui ont suivi les destructions des guerres de religion, la reconstruction du XVIIe siècle qui ne pense absolument pas au vitrail, et l'importance des reconstructions au XVIIe et XVIIIe siècle qui font disparaître les vitraux. Et ça, c'est absolument essentiel pour comprendre, justement, pour aborder ces synthèses régionales. Alors, il est vrai, on peut faire un petit mea culpa, au terme du recensement, on aurait pu réfléchir à une synthèse nationale tirée de tous les bénéfices généraux, des bénéfices apportés par la vision que nous avons du patrimoine de chacune des régions, de réunir donc une vision du patrimoine repéré et étudié dans toutes les régions françaises. Ça n'a pas été fait, et à mon avis, ce ne serait pas non plus une bonne idée. Je dois avouer que lorsque, au début des années 2000, dans notre petit groupe de l'équipe de recherche sur le vitrail, avec Claudine Nautier, avec Véronique, avec François, avec toute l'équipe, lorsque nous pensions, on se disait oui, il faut absolument refaire le vitrail français, on est capable aujourd'hui de faire mieux. Le vitrail français, je le rappelle, cet ouvrage de 1958 qui nous sert toujours bien sûr de repère que nous avons tous dans notre bibliothèque et que nous reconsultons sans cesse parce que c'est un ouvrage de référence, mais un ouvrage qui a été conçu avec une structure, un plan classique, un plan par région, un plan chrono-géographique, si j'ose dire, que je ne saurais pas tenir aujourd'hui. Nous connaissons trop la diversité, la complexité de la masse des œuvres que nous avons réunies pour nous sentir capables de faire une synthèse de ce type et même tout simplement d'en voir l'intérêt. Et lorsque en 2014, 2014, Véronique et moi avons lancé avec tous les collègues l'idée de faire une synthèse, c'était le vitrail 5e, 21e siècle, cet ouvrage qui est paru donc en 2014, eh bien,
il nous est paru absolument évident que pour mettre en valeur le travail des uns et des autres qui avait été réalisé depuis une trentaine d'années, voire un peu plus, eh bien, il fallait passer par autre chose, il fallait passer par un plan thématique. Il fallait que chacun des auteurs ait la possibilité de développer, de présenter d'une façon synthétique les problématiques qu'il avait spécialement développées au cours de son activité de chercheur. Et c'est ce qui a été fait en suivant, bien sûr, là aussi, un plan qui était un plan chronologique, mais mettant en valeur toutes ces problématiques intéressantes, en les illustrant, bien sûr, là aussi, le mieux possible, profitant de l'acquis d'avoir traversé toutes ces régions et d'avoir photographié des milliers et des milliers de verrières. Lorsque, en 2021, tout à l'heure, Elisabeth Pilet rappelait l'existence de ce numéro spécial vitrail de la Revue de l'Art, qui marquait donc, oui, l'achèvement du recensement, eh bien, c'est tout logiquement aussi que nous avons réuni voilà, des auteurs qui étaient là pour marquer cet achèvement en présentant les sujets, les problématiques nouvelles qu'ils avaient abordées, en faisant des synthèses, des bilans aussi au début. J'avais tenu en particulier à ce que nos collègues allemands racontent la façon dont ils avaient travaillé. J'avais tenu à ce que notre collègue Frédéric Elsik de Genève, qui a tant fait pour les rapprochements entre les historiens du vitrail et les historiens de la peinture travaillent ensemble, écrivent l'éditorial, et que tous les auteurs sollicités eh bien, expriment leur recherche, puissent présenter les thématiques nouvelles et les sujets de leur recherche. Voilà, finalement, c'est ce numéro de 2021, ce numéro 2021 que j'ai dans ma tête, que j'avais tout à fait mis en miroir avec le numéro de 1970, si mythique pour nous, je crois, montre tout le chemin parcouru au cours des 50 années de cette longue entreprise. Et j'espère en avoir dégagé ce soir un certain nombre d'aspects, de loin pas tous. Alors, voilà, je vous remercie pour votre attention.